Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter une expérimentation qu'on a réalisée dans mon équipe. Mais avant ça, je vais vous présenter rapidement. Donc, je m'appelle Aurélie Pallas, je suis ingénieure en développement chez Piano. Peut-être que vous connaissez AT Internet. Et je travaille sur la partie Analytics, donc l'analyse de données et de trafic principalement web. Et je suis également ancienne Scrum Master. Ça va être important pour la suite. Alors, tout a commencé en 2020, donc j'ai intégré une nouvelle équipe. C'était une équipe de développement principalement d'API à destination des clients et aussi des équipes en interne. L'équipe était composée d'un product owner, d'une proxy product owner, spécificité de notre organisation sur la gestion produit, de 2 développeurs front, un développeur back, une testeuse, une équipe classique en somme. Et moi, j'ai intégré l'équipe avec une double casquette, donc développeuse back et en même temps Scrum Master. On fonctionnait en Scrum, comme beaucoup d'équipes dans l'entreprise, et comme beaucoup, on faisait des estimations. On les faisait en story point, avec du poker planning, du random backlog refinement, tout va bien. Sauf qu'en fait, on avait des soucis avec nos estimations, c'est-à-dire qu'on avait une vélocité qui était peu fiable. Comme on est une petite équipe, 3 développeurs et demi, tous les changements en fait, impliquaient de grosses variations dans notre vélocité, et on avait du mal à avoir une vélocité stable. Pourtant, on a essayé de l'améliorer, on a testé plein de choses. Et à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue de passer du temps à essayer de fiabiliser nos estimations ou est-ce qu'on trouve un moyen de s'en passer? En plus, on a un développeur qui avait entendu parler du NoEstimate, du coup, on s'est renseigné. Et aussi, on est revenu à la source. Pourquoi est-ce qu'on faisait des estimations? Donc, on est revenu au Scrum Guide. Et en fait, en 2020, il y a une nouvelle version du Scrum Guide. Est-ce que vous savez combien de fois le mot estimation ou le champ lexical de l'estimation est nommé dans le Scrum Guide? Et bien c'est 0. Depuis 2020, on ne parle plus du tout d'estimation. Donc ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait peut-être un moyen de fonctionner sans. Et on s'est intéressé du coup au NoEstimate et on a commencé à regarder qu'est-ce que c'était. Alors le NoEstimate, c'est pas un framework, c'est pas des guidelines à suivre. Au contraire, c'est des discussions entre agilistes qui ont commencé sur Twitter, X maintenant, et qui parlent justement des estimations et de leurs intérêts ou aussi de leurs problématiques. Une chose nous a aidé, c'est de parler d'un nouvel indicateur. Il y a une possibilité de se baser uniquement sur les stories, compter le nombre de stories qu'on réalise. On s'est dit qu'on allait partir sur cet indicateur-là. L'objectif visé, c'était de gagner du temps pendant nos backlog refinement, de ne pas passer de temps à savoir si une story c'était 2 ou 3 points, et plutôt de se concentrer sur le principe même de la story. L'objectif c'était aussi de gagner en prédictibilité, ou en tout cas de ne pas perdre en prédictibilité. L'indicateur du nombre de story points, notre vélocité en story points, n'était pas très efficace. Est-ce qu'on pouvait trouver mieux, ou en tout cas pas dégrader nos performances? Et on a une petite particularité aussi, on ne fait pas du safe, mais on utilise du PI planning. Et du coup, il nous fallait quand même un moyen d'avoir une vélocité calculable. Donc on a commencé. Donc on a fait ça pendant plusieurs itérations, et ça nous a permis de voir qu'en fait, on ne faisait pas très bien du Scrum. En fait. Il y avait des petites choses à ajuster. Par exemple, pendant les backlog refinement, on s'arrêtait dès qu'on pouvait donner une estimation. On ne savait pas exactement tous les critères d'exploitation de la story, mais bon, on avait fait une story qui ressemblait, c'était 3 points, donc ça doit être 3 points. Donc là, on a arrêté de faire ça. On s'est reconcentré sur le but même des stories et de mieux travailler nos stories. Ça nous a montré un deuxième problème, c'est qu'on avait aussi tendance à avoir des stories tunnels. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu des stories qui traînent, qui durent, parce que les critères changent un peu, ce genre de choses. Du coup, on a retravaillé notre manière de découper nos stories. On est revenu à la base et en fait, on a corrigé nos erreurs. Et tout ça, ça nous a permis d'avoir un nouvel indicateur utile. Donc, nos prévisions ont été efficaces grâce à la théorie des grands nombres. En fait, ça, c'est quelque chose qui a été remonté souvent par les développeurs, c'est que comment est-ce qu'on arrive à avoir une prévisibilité si 2 stories ne sont pas équivalentes? Une story de définition d'un socle, ça nécessite un effort supplémentaire qu'une story d'ajout d'un bouton dans une interface déjà existante. Mais en fait, ce qui est important avec le NoEstimate et justement cet indicateur du nombre de stories, ce n'est pas la valeur exacte d'une story, mais c'est d'avoir une valeur moyenne qui nous permet d'avoir une prévision dans le temps.
Pour ça, en fait, il faut qu'on ait assez de stories pour avoir une approximation. Si on a 3 stories, l'indicateur ne va pas être très fiable. Dans notre cas, on avait entre 20 et 25 stories par itération d'un mois. Et ça nous a permis d'avoir un indicateur fiable. Donc maintenant, on a corrigé nos erreurs, on est revenu sur la définition de nos stories. Et au final, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait nos stories? Quelle est la valeur apportée par nos stories? Quel est le but de nos stories? Et la valeur, c'est quelque chose d'important, en tout cas qui revenait souvent dans les discussions sur nos estimates, sur ce qu'apporte en fait ce qu'on fait aujourd'hui. Donc pour faire simple, pour moi, la valeur, ce serait répondre à ces 3 questions. Quelle est la plus-value d'une feature ou d'une demande? Pourquoi est-ce qu'on choisit un projet plutôt qu'un autre? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Parce qu'avant tout, ce qui compte, c'est les valeurs. Le but, c'est de mettre en lumière cette valeur. Elle a toujours existé, on sait toujours pourquoi on a fait les choses, sauf que c'était souvent détenu par les demandeurs. Les demandeurs savaient pourquoi on le faisait. Par contre, est-ce que c'était partagé et communiqué au niveau des équipes techniques, principalement, en tout cas qui faisaient le travail? Là, on l'a mis en évidence grâce à un petit outil très simple. Dans les stories, on rajoute un afin de. Donc on avait le classique en tant que, je souhaite. À la fin, maintenant, on rajoute un afin de. J'ai mis un exemple très simple. En tant que responsable commercial, je souhaite avoir une analyse de panier d'achat afin d'avoir de nouveaux clients venant du e-commerce. Jusque-là, c'est très simple. Par contre, pour les stories un peu plus techniques, on avait un peu tendance à paraphraser ce qu'on faisait, le but de la story. Par exemple, en tant que développeur, je souhaite vérifier que les tests d'intégration soient verts avant de livrer un nouveau développement, afin d'avoir moins de bugs. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif d'avoir moins de bugs? Est-ce que ce ne serait pas plutôt d'améliorer l'expérience utilisateur? Si l'utilisateur ne rencontre pas de bugs pendant son trajet sur notre site, il va avoir plus tendance à rester plus longtemps, le partager, y revenir. Et du coup, c'est redonner ce sens-là qui est important au niveau des développeurs pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Également, on utilise cette petite astuce pour prioriser nos sujets. Si on n'arrive pas à définir ce afin d'eux, c'est peut-être que la story elle n'est pas prête ou il n'y a pas vraiment d'utilité de la faire. Une fois qu'on a fait tous ces changements, on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de stories dans le backlog, beaucoup de stories qui n'étaient pas réalisées à chaque itération. Et du coup, on est reparti sur les recherches qu'on avait faites sur nos estimates pour voir s'il y avait des astuces. Et en fait, dans nos recherches, on a découvert qu'ils conseillent de préparer 1 à 2 itérations maximum, de ne pas se projeter trop loin pour répondre déjà aux évolutions du marché, très rapidement, et aussi justement pour éviter de prévoir des choses, plus on est loin, moins il y a de chances qu'elles arrivent. Plus il y a de flou et de risques qu'elles ne se produisent pas. Du coup, on a changé encore notre manière de travailler. Donc maintenant, on fait un backlog refinement hebdomadaire. L'objectif, c'est uniquement de prévoir la prochaine semaine. On ne va pas plus loin. On fait aussi une repriorisation journalière. Pas de nouvelles réunions, ne vous inquiétez pas. C'est pendant la daily, directement, on va parler, est-ce qu'il y a des urgences, des nouveaux sujets qui prennent la priorité dans les sujets, et on va les traiter et les prioriser. On peut aussi faire des backlog refinement à la demande. On n'attend pas la semaine prochaine s'il y a une urgence sur le moment. Et on a aussi fait une petite astuce dont je voulais vous parler, c'est qu'on a mis en place des après-midi quick win. En fait, c'est une après-midi par mois où l'objectif, c'est de livrer un maximum de valeur. Donc c'est souvent des petits sujets, très petits, qui vont avoir beaucoup de valeur, mais qui sont très longs à détailler, à préparer, à présenter. On va les faire pendant cet après-midi quick win. Par contre, on les fait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à la livraison en production. Sinon, la valeur n'est pas livrée. Et aussi, on a retravaillé, grâce à un indicateur qui est emprunté au Kanban, mais qui est très souvent rapproché au NoEstimate, c'est le lead time, c'est-à-dire le temps entre l'expression de la demande et le moment où le besoin est dans les mains du client. Donc on a essayé de voir si on ne pouvait pas améliorer encore cette manière de travailler. On l'a fait pour la préparation des sujets, mais est-ce que dans notre flux de livraison, on ne pouvait pas améliorer des choses? Une des premières choses qu'on a fait, c'est de limiter le travail au niveau des développeurs à une tâche à la fois. Très simple. Mais dans l'équipe, en fait, on faisait de l'exploitation. Donc on avait tendance à s'arrêter dès qu'un nouveau ticket d'exploitation arrivait pour le faire passer. Et ensuite, on repartait sur la story une fois que l'exploitation était livrée. On a totalement changé. Maintenant, au lieu d'avoir 2 flux entrants, l'exploitation et
feature. On a tout mis, si ça fonctionne, à peu près, dans la première colonne en to-do. Toutes les demandes sont priorisées au même endroit, la colonne to-do. Donc quand un développeur a fini sa story, donc elle est en done, donc livrée en production, ben, il prend la prochaine tâche à faire, que ce soit de l'exploitation ou une story. Bien sûr, si la prod est tombée, on s'arrête et on la répare. C'est uniquement pour les autres demandes que les urgences. Maintenant, on a fait... Ah oui, petit rappel, livre en production done, important. Si une story n'arrive pas en done, bah, c'est gâché, c'est perdu. C'est-à-dire que c'est du développement qui a été fait, du temps qui a été passé pour quelque chose qui n'apportera rien. Maintenant, on va faire un petit retour sur la mise en place d'une no-estimate. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce que comme j'en ai parlé, bah, en fait, il y a des choses qu'on faisait mal. Du coup, ce n'est pas le no-estimate directement qui nous a apporté ces corrections, c'est plutôt le temps qu'on a pris pour regarder ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et si on pouvait modifier notre manière de travailler, qu'on pensait bien jusque-là. Donc ça nous a permis de prendre de la hauteur, de montrer nos erreurs, de réduire les effets tunnels qu'on avait, dont on n'arrivait pas à trouver la source, et aussi de recentrer l'optimisation par la valeur et non pas par le coût. Mais revenons au no-estimate, c'est quand même le plus important. Je voulais parler d'une chose, c'est que le no-estimate, contrairement à ce que beaucoup pensent, il faut de la rigueur. Pour que l'indicateur du nombre de stories, par exemple, fonctionne ou pour avoir une prédictabilité correcte, il faut de la constance. Si vous découpez les stories de manière totalement différente entre différents projets, en fait, vous n'allez pas avoir une prédictabilité correcte, ou en tout cas que vous allez pouvoir suivre dans le temps. Ça nous a permis aussi de redonner du sens, ou en tout cas de le partager à tout le monde, être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde comprend pourquoi on fait tel ou tel projet. Et surtout, le plus important, ça nous a permis d'augmenter les livraisons. Comme on passait moins de temps à préparer, comme on a optimisé notre flux de livraison, ça nous a permis de livrer un maximum de valeur et plus de valeur qu'avant. Maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous questionner. Pourquoi est-ce que vous faites vos réunions, votre manière de travailler? Pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que ça a toujours un intérêt? Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer, de le changer? N'hésitez pas à vous poser la question de pourquoi vous faites ce que vous faites, globalement. Et surtout, évitez le gâchis, évitez évitez le gâchis, tout simplement, et allez à l'essentiel. Et pourquoi pas avec du no-estimate. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a 2 minutes si vous en avez, sinon après, comme vous voulez. Voilà. Oui. Je crois que sur ta première slide, tu as parlé qui était ancienne Scrum Master. Oui. Pourquoi ancienne du coup ? Parce que maintenant, je suis plus que développeuse.